Là, il y avait le choix, hein, pour trouver une musique qui est voilà, de western, ça marche. Oui. Alors, il s'appelle Geronimo. Vous connaissez peut-être le nom. Il a disparu au mois de février. C'est pour ça que Frédéric Gersal a choisi de vous en parler aujourd'hui. C'est une des plus grandes figures de la résistance, on peut appeler ça comme ça, indienne contre les envahisseurs, on peut appeler ça comme ça aussi, européens, et pour les droits des Amérindiens. Alors les uns, c'était bien des Indiens, les autres, ça s'appelait pas encore Américains. Non, absolument. Alors déjà, pour s'appeler Indien, il a fallu une erreur de compas de Christophe Colomb, qui en arrivant à la fin du XVe siècle, pensant arriver en Inde, justement, tout ce qu'on va trouver sur place, c'est-à-dire les habitants, seront forcément des Indiens, alors qu'ils n'ont rien à voir avec Oui, l'Inde. alors eux, ça s'appelait évidemment pas des Indiens. Non, ils avaient chacun des noms de tribus. Et puis chacun des noms de tribus, tout à fait. Alors on a d'un côté les Espagnols et les Portugais qui arrivent, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, mais aussi le Mexique, hein, et puis les Anglais et les Français et les Hollandais qui arrivent plus au nord, alors vers le Canada et puis vers la côte est des États-Unis. Donc, les guerres indiennes vont commencer, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle les guerres indiennes, c'est-à-dire la défense du territoire par ces peuples autochtones, ça va commencer dès l'arrivée des Européens, j'ai envie de dire, dès 1495, 1496. Mais le nom que l'on veut donner aux guerres indiennes va véritablement débuter en 1620, ce qui est quand même très tôt, pour finir en 1890, si tant est que ce soit fini, puisque les Indiens ont été pratiquement décimés, exterminés par l'arrivée de ces Européens. Alors, ils vont mourir en grande partie, non pas à cause de ces guerres indiennes, mais en grande partie à cause des maladies importées par ces Européens. Donc c'est ça qui va d'abord commencer à décimer ces Indiens. Il est difficile de donner un chiffre. On parle de près de 10 millions d'Indiens morts entre 1620 et cette année de 1890 qui marquerait la fin. Encore une fois, j'utilise le conditionnel. On regarde des images. Et on va d'abord, évidemment, observer et voir le visage de ce chef dont on parlait, qui nous donne l'occasion. Alors, un extrait de film, évidemment, ce sont toujours ces symboles. Mais les symboles sont importants. Le cheval, par exemple, que montent les Indiens, il n'existait pas en Amérique. Il est arrivé avec les Espagnols. Donc, les Indiens ont commencé à monter à cheval à la fin du XVIIe siècle. Regardez, là, on voit Geronimo, qui s'appelait à la naissance Goclayé, qui veut dire celui qui bâille, parce qu'il devait être un enfant tranquille. Et il s'est appelé Geronimo à partir du jour où il s'est battu contre les Mexicains, et il s'est battu si bien, avec tant de vigueur, que c'était un jour de la Saint-Jérôme. Ce sont les Mexicains qui l'ont appelé Geronimo, en souvenir de ce jour triste pour eux et victorieux pour ces Indiens. Alors les Indiens, évidemment, là on parle de Geronimo, de Cochise, qui sont des chefs Apaches, mais il y a aussi les célèbres chefs Sioux et tant d'autres tribus, tant d'autres peuples qui se battent face à ce qu'on appelle les Américains, c'est-à-dire en fait ce sont des Européens devenus américains. Et puis il y a ces fameuses tuniques bleues qui font partie de tous ces films d'anthologie. Pourquoi les tuniques bleues ont-elles marqué autant l'esprit des Américains? C'est parce qu'ils participent à la création, à la fondation de l'Amérique, enfin des États-Unis, plus logiquement. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour... Voilà la tunique bleue. Ils sont là pour surveiller la frontière. Mais quelle frontière? Eh bien, la frontière entre les Européens qui sont arrivés, qui ont débarqué de l'Est, et puis ces Indiens qui se trouvent au-delà du Mississippi. Le Mississippi qui coupe les États-Unis de haut en bas, verticalement, et tout ce qui est à l'ouest, eh bien, ce sont les grandes tribus des plaines. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'il va falloir traverser ces plaines pour atteindre la Californie, avec cette fameuse ruée vers l'or à partir de 1850. Et les deux grands drames du peuple indien, c'est l'invention du télégraphe et l'invention du chemin de fer, 1860-1862. À partir de ce moment-là, les États-Unis sont traversés de part en part, d'est en ouest. Et là, c'est la conquête vers l'ouest. Donc, en fait, on va... comment dirais-je, on va détruire entièrement ces troupeaux de bisons qui nourrissent ces Indiens, et qui fait que voilà, c'est la fin. En partie, c'est une fin. Mais il y a des grandes batailles. Ils se sont fédérés à un moment donné, ces tribus qui ne se connaissaient pas, parce qu'elles n'habitaient pas dans les mêmes régions. Absolument, là vous avez raison. C'est-à-dire qu'ils se fédèrent par région, par plusieurs peuples, les Shoshones et les Apaches, les Sioux et les Cheyennes. Mais ça n'est pas possible au niveau de tous les États-Unis. Donc ils les ont éliminés au fur et à mesure. Avec de grandes batailles. Parce que s'ils s'étaient unis, ça devenait plus difficile. Peut-être.
Alors, on ne peut pas refaire l'histoire, mais il y a deux batailles qui nous restent en mémoire. C'est Little Big Horn avec Custer. Donc, ça, c'est la grande défaite des Américains face aux Indiens. Enfin, des Américains, des Améros européens. Je ne sais pas comment les appeler. Et puis Wounded Knee, qui là est la grande victoire des Américains face aux Indiens. Et là, on est en 1890. C'est la fin de ce qu'on a appelé ces guerres indiennes. Et Geronimo, il est mort à quel âge? 1904, 1906. Il est mort à plus de 80 ans. Ah oui, quand même. Il est mort à plus de 80 ans. Et il faisait partie au moment de l'investiture de Theodore Roosevelt en 1902, il faisait partie vous savez, quand il y avait un défilé Ceux devant, qui ont défilé, ah oui, voilà, oui. absolument, il faisait partie du défilé de l'investiture et il vendait des billets de loto au moment des Jeux Olympiques aux États-Unis en 1904. ouais. Ça, voilà, donc c'est une fin pour ce grand chef indien, une fin assez terrible. Il avait perdu toute sa famille dans ces guerres indiennes, sa maman, sa femme et toutes ses Puis après, tous ses enfants. ils les ont parqués. Oui, absolument. Merci Ils beaucoup. le sont toujours. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour William. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette affaire de football avec le PSG? Déjà, il y avait un duel à distance hier soir entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Donc, ce sont les deux cadors du championnat, ça vous le savez. Pour Monaco, ça a été tranquille. Pour Paris, vous l'avez dit, ça a été un peu plus compliqué. Ils ont frôlé la catastrophe, les Parisiens. Oh là. On voit pourquoi? Vous allez voir, effectivement, il y a eu un but compliqué et je vois litigieux. déjà la tête de ceux qui sont ici que ça a frôlé, c'est pas passé Ils loin. n'arrêtent pas d'en parler depuis ce matin. Alors, on va regarder quand même. Allez, c'est parti. Regardez, Paris, donc, qui a affronté Lille hier soir au Parc et qui a donc attendu la deuxième mi-temps pour prendre l'avantage. Ça, c'est Cavani, 23e but jusqu'à là, tout va bien. On croit que Paris a fait le plus dur. Un peu avec l'épaule, d'ailleurs. Un peu avec l'épaule, vous avez raison. À 4 minutes de la fin, regardez ce qui se passe. Areola, le gardien parisien, il ne sait pas trop quoi faire avec ce ballon. Et là, il le paye cash. Erreur du gardien. Ça fait un partout. C'est la cata pour Paris. On revoit cette erreur. Les Parisiens, ils sont énervés, ils poussent dans les arrêts de jeu et ça paye puisque Lucas trouve l'ouverture ici. Mais regardez, c'est le gardien qui remet avec le bras en scène Lucas. Donc il n'y a pas a priori hors-jeu. Et Areola, lui, il est sauvé par ses joueurs. Paris qui l'emporte donc. Monaco, au même moment, le leader donc jouait contre Montpellier. Ça a été plus simple, victoire des Monégasques avec d'abord ce but de Guil qui ça fait 1-0. Et puis, 4 minutes plus tard, Monaco qui va doubler la mise sur cette jolie accélération Mbappé. La voici, 2-0. Montpellier qui va quand même réduire le score. Ça va faire 2-1. Monaco tranquille, donc je vous l'ai dit, est toujours leader du championnat avec 3 points d'avance sur Paris ce matin. Voici donc ce but. Et puis, dans le même temps, quand même, sachez que Bordeaux a écrasé Caen, 3-0. Voici le 3e but bordelais. Il est signé Camaro. Bordeaux 6e ce matin. Caen 15e, pas très loin de la zone de relégation. Donc, a priori, on a revu les ralentis. Il n'y a pas de hors-jeu. Paris a mérité sa victoire. Ah, bon. Donc, il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas de contestation. Il faut regarder les ralentis. Voilà. Mais oui, c'est fait pour ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du tennis aussi. Alors, vous vous souvenez, il y avait l'Open d'Australie il y a quelques jours, avec une finale mémorable, Federer-Nadal. On est revenu un petit peu sur terre. On est à Montpellier maintenant, avec un tournoi français. Pas mal de Français engagés. Et notamment ce garçon, Benoît Paire, qui est tranquille, vous voyez. On est tranquille sur un terrain de temps en temps. Tranquille parce qu'il a passé une bonne soirée. Benoît Paire, il l'a emporté contre le Russe Kachanov, 7-6, 6-4. On vient de voir la balle de match. Benoît Paire qui était le seul Français qualifié hier pour le deuxième tour. Aujourd'hui, on suivra Julien Beneteau et Paul-Henri Mathieu. Et puis, du ski avec la première épreuve des championnats du monde à Saint-Maurice, c'est en Suisse, c'est le Super G dames. À l'image, celle que vous voyez là, c'est Tessa Worley. Alors le Super G, c'est pas sa spécialité, mais elle visait quand même le podium. C'est raté. Au chrono, elle termine seulement 8e, donc petite déception pour la Française. Mais elle se rattrapera la semaine prochaine dans d'autres spécialités. C'était pas son truc, le Super G. La voici, la nouvelle championne du monde. Elle s'appelle Nicole Schmidhofer. C'est un coup de maître pour cette Autrichienne. Pourquoi? Parce que c'est simplement sa première victoire en carrière. Elle n'avait jamais rien gagné avant. C'est un coup de maître puisqu'elle l'a fait au championnat du monde. Elle est championne du monde. Petit mot de basket encore avec Strasbourg qui affrontait Salonique hier soir. Ça, c'est des barrages de Ligue des Champions. Les Français, ils ont passé une mauvaise soirée, lourde défaite, 71-52. Retour la semaine prochaine, Strasbourg qui va remonter, qui va devoir remonter, William, 19 points pour espérer se qualifier en 8e de finale. C'est quand même mal parti, là. Bon, et on termine avec? On va s'aérer un petit peu, on va prendre de la hauteur avec les championnats du monde d'escalade. C'est un terrain de jeu, on va dire, vertical. C'est spectaculaire, ça se passe autour de cette tour de glace, vous voyez, de 25 mètres de haut. Alors c'est un peu accéléré là pour le coup, on s'est un peu amusé. On est à Champagny en Vanoise.
Plutôt ou alors comme ça, au ralenti, voilà, on a ralenti. Lui, c'est le contraire. Alors, vous voyez, ça, c'est un Là, jeu non, de... c'est vachement bien, ça. On Non, voit c'est vraiment super. comment il monte. C'est super, alors il faut des piolets, effectivement, pour monter. Ah, ça, c'est les épreuves plus techniques à ce jeu-là, ce sont les Coréens qui sont les plus forts. Ça se passait donc à Champagny, en Vanoise, c'est en Savoie. Et puis de la chute libre, Ah oui, on a vu dernière ça. image. Alors ça, c'est une compétition indoor. Ça se passe en Espagne avec les meilleurs mondiaux. Alors vous voyez, le but là, c'est de faire des figures. C'est très esthétique. Alors ça a l'air simple comme ça, mais il faut savoir que c'est une turbine qui propulse de l'air à plus de 200 km/h pour simuler, on va dire, les sensations de la chute libre. J'ai essayé. Je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué, ne serait-ce que de rester stable. Ouais, exactement. Donc c'est très Vous spectaculaire. nous donnerez les images? Oui, de moi ou de... Oui, ouais, non, si vous voulez, la prochaine fois, oui. Oui, non, parce qu'on est un peu moqueur parfois ici. Allez, Alors, je vous amènerai, avec plaisir. Oh non, bon, pas trop. Vous avez raison. Bon, allez, on enchaîne avec l'emploi maintenant et Sophie Pignal. Vous êtes peut-être allé voir au cinéma Primaire. C'est un film dans lequel Sarah Forestier incarne une institutrice dévouée à ses élèves et qui met l'honneur de la profession de professeur, qui met à l'honneur la profession de professeur des écoles. Eh bien, sachez que le ministère de l'Éducation vient de lancer une session de recrutement. Recrutement externe, hein, supplémentaire. Alors on voit ça en détail, ça peut peut-être intéresser des gens que vous connaissez. Denis, fais-moi une phrase avec PT plus COD. Je pète un câble, maîtresse. Je pète quoi? Un câble. Notre professeur des écoles à nous s'appelle Hélène. Ce n'est pas son premier métier, c'est une reconversion et visiblement une reconversion réussie. J'ai travaillé précédemment dans la banque. J'étais en prestation de service en informatique. Ça fait 3 ans que j'ai changé de métier. C'est une façon d'avoir accès au télétravail, si on peut dire, puisqu'il y a toute une partie du travail du métier d'enseignant qui se fait aussi chez nous. C'était important pour moi parce que ça permettait d'être disponible pour ma famille. Comme d'habitude, un carreau, j'écris, un carreau, je n'écris pas. Le concours de professeur des écoles est ouvert aux personnes titulaires d'un bac plus 5. Mais il est également possible aux personnes issues du secteur privé de se présenter. Il nous dit, je lui écris en gros. Pour devenir professeur des écoles, donc il faut passer un concours. Je me suis inscrite au CNED et c'est ce qui m'a permis de préparer le concours. Quand j'ai 8 dans ma tête et j'ai 3 dans mes doigts, ça fait 8, 9, 10, 11. Ah oui, ça fait 11. Une fois qu'on a le concours, on est étudiant stagiaire. On est d'accord? Mais on sait faire des autres méthodes. C'est une formation en alternance, une formation qui permet à l'étudiant de mettre les 2 pieds dans l'école, mais aussi les 2 pieds dans l'université. Et il est suivi par des enseignants chevronnés, des maîtres formateurs, qui sont des tuteurs. Il est coaché dans sa classe, il peut interroger son formateur. Donc, comme disent mes enfants, c'est l'école des maîtresses. Maintenant, on peut se rasseoir. Oui, super. Le professeur des écoles, il a cette caractéristique d'être polyvalent. C'est un métier polyvalent. Alors, il est polyvalent, bien sûr, parce qu'il enseigne leur domaine, mais je pense qu'il est surtout polyvalent parce qu'il doit s'adapter à tous les élèves, à leur rythme d'apprentissage, à leur personnalité. S'il veut les conduire, il veut conduire tout le monde à la réussite du socle commun, il faut qu'il soit capable de s'adapter. Bonjour Soleiman, tu me dis si je me trompe. C'est un métier où on est tout le temps, nous aussi, en train d'apprendre. Voilà, classe. On apprend à apporter les outils les plus adaptés possibles à chacun de nos élèves, dans un groupe. Attention, il y a des pièges. Rien que sur l'Académie de Créteil, l'Éducation nationale recrute 500 professeurs des écoles. Et c'est en ce moment même que se déroulent les inscriptions sur Internet. Les épreuves d'admissibilité auront lieu en mai. Ça laisse du temps pour se préparer. Le film est peut-être toujours à l'affiche dans votre commune ou votre ville. Ça s'appelle Primaire, hein, au cas où, si vous avez du temps. Et Bacri. Mais d'abord, l'actualité au-delà de nos frontières, direction Rome. Plus précisément, la Rome antique. Vous allez voir pourquoi. Le palais de Néron, vous ne connaissez peut-être pas. Alors, c'est une résidence magnifique dont il ne reste que des ruines. Mais ce qui est curieux, c'est que les visiteurs peuvent découvrir depuis quelques jours telle qu'elle était au moment de sa construction. Alors, comment se passe cette magie-là? Le plus simple, c'est de demander à François Baudonnet. Bonjour François, il va vous raconter ça. Bonjour William, eh bien effectivement vous avez parlé de magie mais c'est exactement ça parce que depuis quelques jours le palais de Néron se visite grâce à la magie
de la 3D, de la 3 dimensions. Ce sont des lunettes que les visiteurs de ce palais peuvent chausser et voir le palais de Néron tel qu'il était en 65 après Jésus-Christ. Et c'est important parce que ce palais aujourd'hui est en ruine. Il n'en reste finalement pas grand-chose. Mais là, avec ces lunettes, eh bien, ça permet de rentrer dans le palais tel qu'il était à l'époque et de découvrir ce palais qui était absolument somptueux. Je vous propose de regarder ces images. Voici le palais de Néron aujourd'hui. Et le voici il y a près de 2000 ans. On l'appelait alors la Maison Dorée, pour la lumière qui l'inondait et la richesse de ses décorations. Rome venait tout juste d'être détruite par un gigantesque incendie. Sur les cendres, l'empereur Néron fait construire son nouveau palais, un véritable paradis terrestre. Plusieurs hectares de bâtiments luxueux, avec piscine, lac artificiel et parc boisé. C'est cet environnement que les visiteurs peuvent dorénavant découvrir grâce à ces lunettes 3D. Sous leurs yeux, les plus petits détails de la Domus Aurea, telle qu'elle était en 65 après Jésus-Christ. C'est merveilleux, absolument fantastique. Ils ont reconstitué la Domus Aurea telle qu'elle était. On s'y croirait vraiment. C'est incroyablement beau. Au cours de la visite, les murs servent également d'écran géant pour les vidéos en 3D. À Rome, 19 siècles après sa construction, le palais de Néron vient de renaître. Oh, c'est magnifique ça. Alors la Domus Aurea, évidemment vous avez fait du latin et vous savez que ça veut dire la maison dorée. Cela dit, c'est une histoire incroyable, mais pourquoi la découverte de ce palais ? Absolument, c'est une histoire incroyable. Donc ce palais, on l'a dit, a été construit en 65 par l'empereur Néron. Et puis ensuite, au départ, à la mort de l'empereur Néron, eh bien le palais a été rendu à Rome. Alors ce qu'il faut savoir, William, c'est que ce palais, c'était pas un simple palais, mais c'était carrément toute une partie de la ville de Rome. C'était absolument gigantesque. Et donc à sa mort, eh bien les Romains ont repris possession de ces terrains et la Domus Aurea a disparu jusqu'au XVe siècle. Et au XVe siècle, un jeune Romain qui jouait sur une colline de la ville est tombé dans un trou. Et finalement, en fait, sans le savoir, il a redécouvert le palais de Néron. Lui, il pensait qu'il était dans une grotte et il a trouvé ces décorations absolument formidables. Et du coup, il a dit, bah, c'est grotesque. Voilà. Et c'est de là que vient, je dirais, le côté artistique grotesque et le mot aussi. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand on dit que c'est grotesque, même si évidemment le sens a évolué, eh bien, on parle encore un peu de l'empereur Néron. qui était un personnage, somme toute, assez grotesque aussi, finalement. C'est ça, pas très drôle même, je crois. Non, oui, un peu loco. Merci beaucoup, François. À la semaine prochaine, au plus tard. Comme hier à la même heure, on se pose une question très difficile pour trouver la bonne réponse. De qui va-t-on parler au début de cette revue de presse? Bon Dieu, mais que c'est difficile, je ne vois pas. Et vous? Allez. On va aller sur François Fillon, qui semble avoir choisi de tenter de nouer un dialogue direct avec les Français qui sont autant d'électeurs potentiels ou en colère. Cette stratégie était perceptible dès avant-hier, lorsqu'il a décidé de sacrifier au rite de la conférence de presse retransmise en direct à la télé. Et elle se confirme ce matin avec la publication dans Ouest France, le plus grand quotidien du pays, d'une lettre ouverte aux Français dans laquelle le candidat des Républicains redit que rien n'ébranlera sa volonté de mener une campagne présidentielle. Au passage, il rappelle la légalité de tous les emplois dont ont bénéficié ses proches et affirme avoir donné les preuves du travail réalisé par son épouse. Et bien sûr, il en profite pour agiter 2 chiffons rouges. Premier chiffon, Marine Le Pen, la candidate du déclassement économique et de la désunion nationale. Deuxième chiffon rouge, Emmanuel Macron, dont il estime qu'il est engagé dans l'espace du vide. Mais il n'est pas sûr que tout cela incite les protagonistes à sortir le chiffon blanc de la paix. Dans cette affaire, personne n'a envie de se rendre et il est à craindre que les choses repartent de plus belle. Quand on écrit une lettre, un discours, une déclaration, a fortiori quand il y a un enjeu, eh bien les premiers mots font toujours l'objet d'une attention particulière. Il n'est donc pas inutile de s'attarder sur les premiers mots de la lettre aux Français de François Fillon. Voici comment commence le texte. Au terme d'une campagne médiatique et politique d'une violence inouïe,
j'ai choisi de m'adresser directement à vous pour vous dire ma vérité. Les mots les plus importants, ce sont les premiers mots. Au terme d'une campagne médiatique, découpons un peu les choses. Au terme, écrit François Fillon, au terme, il est à craindre que nous ne soyons au terme de rien du tout. François Fillon agit comme si l'affaire était terminée, mais il suffit de voir la une du Canard enchaîné pour se convaincre du contraire. Depuis hier soir, on ne parle que du nouvel élément de l'affaire. Selon le Canard, Mme Fillon aurait touché 45 000 € d'indemnité de licenciement. Le camp Fillon, je le précise, conteste cette version en arguant que cette somme était intégrée au salaire moyen évoqué par François Fillon lors de sa conférence de presse. Mais laissons les comptes d'apothicaire de côté et revenons à cette première phrase de la lettre ouverte. Au terme d'une campagne médiatique d'une violence inouïe. Ça, ce sont des mots qui sont un peu pénibles à entendre pour les journalistes, à commencer par ceux du Canard, un journal qui a prouvé qu'il savait travailler. Affaire Stavisky, affaire Boulin, affaire Pelat, affaire Société Générale, affaire Balkany, affaire du sang contaminé. Vous en voulez d'autres? Il y en a une liste interminable. Ça fait 100 ans que ça dure et ça fait 100 ans que le Canard vole dans les plumes de la droite comme de la gauche. Ce matin, le Canard enchaîné d'ailleurs s'amuse du procès qui lui est fait. Titre de l'article, le complot enfin éventé. Et le Canard explique que non, monsieur Fillon, il n'y a pas de complot. Tout a commencé le 20 novembre, après le premier tour de la primaire et la percée donc du candidat de la transparence. Alors je lis le Canard. Le Canard a eu une idée saugrenue, plonger son bec dans la déclaration de revenus faite par Monsieur Propre à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Ensuite, le Canard a adressé une série de questions à François Fillon, lequel a refusé de répondre sur certains points, et c'est ça et rien d'autre qui a décuplé la curiosité de la presse. Alors l'accusation de lynchage médiatique vaut à François Fillon, ce matin dans Libération, un édito serein de Laurent Geoffrin. L'éditorialiste demande des preuves de l'action occulte d'on ne sait quelle officine, et il rappelle que seules les faiblesses des réponses apportées par François Fillon et l'interview de son épouse en anglais ont nourri la machine médiatique, si bien qu'au bout du compte, François Fillon dénonce un incendie qu'il a lui-même allumé. Ce sont les derniers mots de l'édito, et pour qui connaît le fonctionnement des médias, il faut reconnaître qu'ils sont plutôt pertinents. Merci beaucoup, jeune homme. Alors, mais d'abord, les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin François Bayrou. Il publie un livre intitulé « Résolution française » comme une ébauche de projet pour une future campagne, en tout cas à 75 jours de la présidentielle. Il est le dernier à ne pas avoir levé le doute sur ses intentions. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Vous avez déclaré dimanche dernier que François Fillon n'avait pas d'autre choix que de renoncer. Il avait un autre choix. Tenir, se défendre, c'est de l'entêtement ou c'est de la détermination ? Il faut qu'on mesure ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Et j'ai l'impression que certains responsables politiques ne le mesurent pas. Le sentiment d'exaspération, d'écœurement, le sentiment de trahison que ressentent un très grand nombre de citoyens de tous bords, spécialement des électeurs de droite qui croyaient que la primaire, je n'y ai jamais cru comme vous savez, qui croyaient que la primaire allait résoudre leurs problèmes et leur rendre leur fierté. Et ils voient aujourd'hui sous leurs yeux se déliter les preuve après preuve, élément après élément, au fond avec 2 thèmes qui sont extrêmement lourds. Le premier, dans quel monde ces gens vivent-ils? Les sommes qui sont annoncées. Est-ce qu'ils savent qu'une infirmière, c'est 1 300 €? Est-ce qu'ils savent qu'un fonctionnaire de catégorie C, vous savez, ceux qu'ils accusent tout le temps de ne pas faire leur travail, c'est 1180, 1250 €. Est-ce qu'ils savent qu'un maître de conférence à l'université, débutant, c'est 1600 ou 1700 € après 10 ans ou 12 ans d'études. Vous ne découvrez pas ce décalage, rassurez-moi, vous ne le découvrez pas ce décalage. Non, mais vous savez que depuis très longtemps, je le plaide. Depuis très longtemps, je viens à votre micro en disant on est en train de couper le lien. Et il y a une deuxième chose qui est en train d'apparaître aujourd'hui et qui est pire encore. C'est que de très grandes sociétés multinationales se payent des hommes politiques. Vous pensez à quoi en particulier? À pointe, donnent de l'argent à des hommes politiques pour qu'ils les aident à ouvrir des portes, comme on dit, à se servir de leurs relations
pour leurs intérêts. Vous faites référence à quelle affaire et à quel dossier, à quelle société? Ce qui a été annoncé hier, y compris par François Fillon lui-même, par sa société de conseil, et les sommes incroyables. 200 000 euros 200 000 euros par-ci, 200 000 euros par-là. Et c'est AXA, disons les choses clairement. Entre autres, parce que s'il n'y en avait qu'une, ce serait encore plus simple. C'est quoi le problème? C'est que la responsabilité politique est une responsabilité qui, normalement, doit être mise à l'abri des intérêts. Vous reconnaîtrez là le combat que je mène depuis longtemps. Depuis longtemps. Doit être mise à l'abri des intérêts. Et ce dont la France a besoin aujourd'hui, la France, les Français, de droite, du centre, de gauche, tous les citoyens, ce dont la France a besoin, c'est d'avoir un président de la République qui leur garantit la loyauté, l'intégrité du débat. François Fillon dit, voilà... je vous entends, François Fillon, il dit, écoutez, ce sont de vieilles pratiques. Ça s'est fait auparavant, c'est de l'acharnement médiatique et de l'acharnement du système pour abattre le candidat de la droite. Eh bien, moi je vous dis, je n'aurais jamais imaginé ça. Moi je pensais que François Fillon était quelqu'un qui était absolument, de ce point de vue-là, à l'abri. Je veux vous dire ceci, jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent. C'est pas rien ce que vous dites ce matin, François Bayrou. Et si vous jetez un coup d'œil sur l'ensemble du champ politique aujourd'hui, alors vous verrez que l'argent s'insinue partout, qu'il y a de très gros moyens qui sont déployés, et tout ceci fait que la responsabilité qui est celle d'un gouvernant, d'un dirigeant, cette responsabilité, elle est soupçonnée. Et moi, je vous dis que la chose la plus importante que nous ayons à faire aujourd'hui, c'est reconstruire cette confiance-là. Le problème, quelles que soient les opinions, le problème, François c'est Bayrou, cette confiance-là qu'il faut reconstruire. Vous avez raison de parler de la confiance, ça va être un des éléments clés de cette prochaine présidentielle, et vous le dites encore une fois depuis longtemps. Le problème, c'est que nous sommes à 75 jours de l'élection présidentielle. Il y a eu une primaire, il y a un candidat de droite qui dit « je serai candidat jusqu'au bout ». Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser entre les mains de la justice le sort de la prochaine présidentielle? Si vous voulez bien. Ce n'est pas le sujet que je traite devant vous. Le sujet que je traite devant vous... C'est le sujet qui va se poser pour les Français dans les semaines qui viennent. Le sujet qui va se poser pour les Français, pour les millions de Français, c'est est-ce que nous prenons notre destin en main et est-ce que nous disons stop à ces pratiques? Est-ce que vous prenez, vous, votre destin en main? Moi, en tout cas, je vous dis, je ne laisserai pas faire ça. J'espère, je rêve que des rassemblements soient possibles. J'ai tout fait pour cela, comme vous le savez. Mais je veux vous dire que l'état de dégradation où nous sommes arrivés. Vous voyez, j'ai souvent eu des débats avec la droite. Dieu sait que nous nous sommes affrontés sur ces sujets, hein, pas sur d'autres, sur le sujet de l'intégrité. Mais aujourd'hui, c'est de salut public qu'il s'agit. Si je pouvais le marteler pour qu'on l'entende. La situation dans laquelle sont plongés les citoyens de bonne foi, qui disent « mais monsieur, nous ne savons plus pour qui voter ». Je pense qu'il n'y a aucune personne qui vous regarde ce matin qui l'ignore, ce désarroi, encore une fois, à 75 jours de la présidentielle. Vous avez dit qu'il faut prendre collectivement notre destin en main. Vous, François Bayrou, est-ce que vous le prenez, votre destin en main? Nous sommes à 74 jours de la présidentielle. Qu'est-ce qui vous empêche ce matin de nous dire « je vais y aller, je vais y aller pour porter ces sujets-là » Parce que j'ai fixé, n'est-ce pas, un objectif dans le temps, un calendrier dans le temps. Et si, autant que je le pourrai, je m'y tiendrai. Parce qu'il y a peut-être des évolutions qui vont arriver. Comme quoi Comme quoi? Je ne sais pas, j'espère toujours. Contre toute probabilité, mais j'espère toujours. Mais vous voyez bien de quoi il s'agit. Pendant très longtemps, au fond, pendant des décennies, le débat politique français, ça a été entre droite, gauche, centre, des opinions différentes. Aujourd'hui, on n'est plus dans le débat des opinions. On est pour savoir si la vie politique est loyale, si on peut croire ce qu'on nous dit. Si les gens qui sont là, au fond, ce sont des gens fiables. On peut avoir des opinions différentes et être fiable. Moi, je dis que ce qu'il faut restaurer aujourd'hui,
c'est la fiabilité en politique. Est-ce que vous diriez encore aujourd'hui François Fillon doit renoncer? Il ne peut pas être le candidat. Je l'ai dit. Est-ce que vous le diriez encore aujourd'hui? Et ça s'impose chaque jour davantage en raison de ce que nous avons évoqué ensemble. Mais ça n'est pas seulement François Fillon le problème. Le problème, c'est que toute la vie politique est entachée par ces pratiques. Et que nous avons besoin, spécialement ceux qui veulent l'alternance. Parce que si on s'arrête une seconde, ces pratiques-là, elles vont menacer l'alternance. L'idée que nous nous étions forgés tous ensemble, ça se termine mal si on ne fait rien. Ça veut dire quoi, se terminer mal? Se terminer mal si on ne fait rien, vous voyez bien tous les risques de dérapage, de dérive, d'extrémisme qui existent. Mettez des mots et des noms sur ce que vous dites, ça veut dire quoi? Mais vous savez très bien ce que je veux dire. Ça veut dire une victoire du Front National? Non, ça veut dire en tout cas une menace qui pour moi est insupportable. Parce que veulent la majorité des Français? Je vais le dire en une phrase. Oui. Ils veulent qu'on sorte de ces pratiques déshonorantes et ils veulent qu'on évite l'extrémisme. Ils veulent une alternance et ils veulent en même temps qu'on restaure une démocratie, une république digne de ce nom, où on puisse regarder les gens dans les yeux en sachant qu'ils ne sont pas les instruments d'autres forces dissimulées derrière eux. Merci beaucoup François Bayrou. Une dernière question, est-ce que vous avez pris votre décision? En tout cas, je vois venir des choses qui sont tellement lourdes que je prendrai mes responsabilités. J'ai souhaité des rassemblements. Ce que je vois aujourd'hui est une menace telle sur la démocratie que je n'hésiterai pas à prendre mes responsabilités. Je ne laisserai pas faire ce qui est en train de se faire. Merci beaucoup. François Bayrou, c'est à vous, William. Merci beaucoup. Dans un livre qui paraît aujourd'hui, le docteur Salman frappe fort. Alors, c'est un médecin donc, qui propose de nouvelles règles d'hygiène et met en avant une étude choc qui pourrait notamment aider, on en a parlé ces jours-ci, hein, le nombre de gastro-entérites dans ce pays. Contracté, où ça? Dans les restos, entre autres. Il n'y a pas que là, des millions de bactéries qui nous entourent. Alors, quand on parle d'hygiène, on pense à l'hygiène corporelle. Mais c'est pas que ça, finalement. Non, ce n'est pas que ça. Effectivement, il n'y a pas que le corps. L'hygiène, c'est aussi la literie, l'appartement ou la maison. C'est aussi le bureau, l'ordinateur, le smartphone que nous devons nettoyer. Ou sinon, tout ça se transforme en nid à microbes. Et quand on augmente l'hygiène, notre hygiène corporelle et l'hygiène aussi de tous les objets qui nous entourent, eh bien, on diminue les risques de maladies pour sa santé. Il y a tant de maladies que ça qui liées sont à l'hygiène, bien sûr, une mauvaise hygiène. Alors c'est en tous les cas le credo de ce livre qui vient de paraître aujourd'hui, Votre santé sans risque, du docteur Frédéric Salman. Ce médecin, peut-être vous s'en souvenez, avait révélé une étude qui a marqué les esprits il y a quelques années, une étude portant sur les cacahuètes qu'on trouve dans les soucoupes de cacahuètes qu'on trouve dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les cafés, dont le taux d'urine était vraiment très important, signe que les Français n'étaient pas très forts en hygiène. Alors, dans ce nouveau livre, il a réalisé avec l'Institut Pasteur de Lille de nouvelles études qui montrent encore une fois que l'hygiène laisse à désirer. Alors, notamment, dans les restaurants, vous l'avez dit, une étude choc, parce que dans les restaurants, il y a une nouvelle mode actuellement. On n'a plus toujours une nappe en tissu ou en papier, parce que la mode, c'est de manger sur des sets de table ou aussi sur le bois de la table. Sur le bois de la table, sur une matière synthétique ou alors... Exactement. Une autre étude aussi sur les brosses à dents, vous allez voir. Une autre encore sur le lavage des mains avant ou après. C'est une question d'aller aux toilettes. Et vous allez voir... Ah oui, il est très précis là. Et vous allez voir, ces études-là révèlent quand même des failles dans notre hygiène et des risques pour notre santé. Les tables des restaurants peuvent devenir des véritables aéroports à microbes. Quand il n'y a pas de nappe en tissu ou en papier, tout simplement on mange à même la table ou sur un set utilisé par tout le monde où il y a le coup d'éponge qui étale la crasse. Eh bien, on a fait une enquête avec l'Institut Pasteur de Lille. On a découvert que dans un cas sur deux, on trouve des entérobactéries sur les tables. Et dans 20% des cas, ces entérobactéries sont très concentrées. Les entérobactéries, on les trouve dans le tube digestif des humains, dans les selles. Et en période de gastro-entérite, elles peuvent nous rendre malades.
Parce qu'on mange des frites, on mange du pain, on touche nos couverts, on met à la bouche. Ce qui était à l'extérieur, on va le retrouver dans notre bouche, dans nos intestins. Donc ce qui est important, c'est de reprendre une vraie hygiène des tables pour éviter d'être malade pour rien. 10 millions de bactéries, c'est ce qu'on retrouve parfois sur une brosse à dents. Alors comment faire qu'elle soit bien propre? Première règle, quand on sait laver les dents, on la rince, on la sèche et on la range pour ne pas l'exposer dans la salle de bain face à des toilettes qui donneront un effet aérosol quand on tire une chasse d'eau et on retrouve les germes dessus. Autre chose importante, pas toutes les brosses à dents de la famille dans le même verre. Les germes font du saute-mouton et si elle est malade, toute la famille en profite. Si vous avez une rhinopharyngite, une angine, une grippe, eh ben changez de brosse à dents après, sinon vous allez rebadigeonner ces germes à chaque fois dans votre bouche et ça n'en finira pas. Faut-il se laver les mains avant ou après avoir fait pipi? On a étudié les poignées de porte intérieures, extérieures des toilettes, les interrupteurs électriques, les battants, et on a découvert que dans 20% des cas, il y avait des grosses quantités d'entérobactéries, c'est des bactéries qu'on trouve dans les intestins, et bien d'autres germes. Donc ça veut dire que c'est très contaminé. En plus, quand vous serrez des mains douteuses, quand vous touchez des surfaces souillées, à ce moment-là, vos mains deviennent vraiment des aéroports à microbes. Et elles vont devenir un pont entre l'extérieur et les parties génitales masculines ou féminines. Donc le bon geste, c'est se laver les mains avant d'aller aux toilettes pour rester en bonne santé. Après, l'urine est stérile, c'est plus une question de politesse et d'élégance. Voilà. Voilà. Alors réfléchissez, quand vous allez au restaurant, venez avec votre nappe. Oui. Si par hasard, il n'y en a pas. Exactement, comme ça, vous la posez. même une petite nappe en Et quand vous papier. vous apprêtez à serrer la main à 20 à 25 personnes dans leur journée, vous faites comme ça. C'est bien aussi. Des hugs. Des petits Bon, bah, saluts. lisez ça, hein, parce que ça m'a l'air inquiétant. Oui. Il y a une autre règle. Cette histoire de nombril, c'est quoi ça? Ah oui, alors c'est un endroit du corps auquel on ne pense pas forcément. Le nombril, quand on prend sa douche, est-ce que nous lavons tous notre nombril tous les jours avec... Ça dépend s'il est plus ou moins creux. Alors, ce que nous dit ce livre, c'est qu'il faut faire attention au nombril parce que c'est un endroit creux, petit. Quand on prend sa douche et qu'on se sèche, on ne sèche pas forcément bien son nombril, il devient humide et donc ça peut être un véritable bouillon de culture qui va se développer dans cet endroit creux. Donc faire attention, laver son nombril au moins une fois par semaine avec un coton-tige et du gel douche. Mais pardon de vous dire ça à cette heure-là, mais après tout, c'est peut-être la bonne heure. Ah oui, non, mais c'est la bonne heure pour développer ces règles d'hygiène. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans ce livre, il n'y a pas que des règles d'hygiène. Il y a aussi des chapitres sur, par exemple, comment avoir un meilleur sommeil, comment garder son poids de forme ou maigrir, comment booster sa libido. Toujours par soi-même, parce qu'on est toujours finalement soi-même son meilleur médicament. Donc, si vous voulez en savoir plus, Votre santé sans risque, Dr Frédéric Salman aux éditions Albin Michel. Merci. Quand on vous parle de gastronomie à Télématin, on tâche effectivement de parler de saison également. Ah oui. Et là, la saison, en ce moment, que ce soit à la montagne ou en bas, enfin c'est plutôt à la montagne quand même. Oh oui, c'est la Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de fondue dans les plaines? Eh ben, parce que si vous voulez, c'est avec ces vacances d'hiver et les sports d'hiver que la fondue dans les années 50 a vraiment pris son véritable essor. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à en faire de plus en plus. C'est vrai que quand il fait froid, on a envie de se mettre sous la couette et de manger des choses un petit peu riches. Voilà. La fondue, c'est parfait pour ça. Je vais vous proposer cette semaine 3 fondues différentes. La traditionnelle savoyarde, l'incontournable. Ensuite, on fera une fondue qui est un mixte d'une fondue suisse et d'une fondue française. On mettra 2 types de fromage à l'intérieur. Et on terminera avec une fondue un petit peu plus originale qui est la fondue au brie. Ça, on n'aurait peut-être pas l'idée de faire fondre son brie et de le faire en fondue pour le coup. Mais c'est le même principe que oui, les autres, c'est exactement le même principe. Mais à chaque fois, je vais vous donner quelques petites infos et petites astuces en plus. Voilà, pour la fondue traditionnelle savoyarde. Il vous faut, on fait le point avec les ingrédients. Alors, on a choisi de mettre du Beaufort, du Comté, de la tome de Savoie, un petit reblochon, de la fécule de maïs évidemment, du kirsch, de l'ail, du vin blanc de Savoie de préférence et du pain. Ah bah oui, il faut quand même ce qu'il faut. Ah bah attendez. C'est la fondue traditionnelle, c'est pas n'importe quoi. Hein. Alors tout commence par l'ail, vous le savez. On va éplucher sa gousse d'ail
crac, l'écraser vigoureusement. Et ensuite, on va frotter le caclon pour vraiment l'imprégner de Vous l'odeur gardez de la... le petit truc... Ah non, j'enlève toujours le germe. Même pour frotter mon caclon, je l'enlève systématiquement. C'est un réflexe parce qu'après, pour la digestion, c'est pas bien du tout. Le vin blanc de Savoie, je vais le faire chauffer dans ce caclon. Et ensuite, c'est là que nous mettrons les fromages. Alors, pendant que ça chauffe, on va les couper, ces fromages. Donc, on a choisi pour cette recette de mettre du Beaufort, du Comté, de la Tome de Savoie. On aurait très bien pu choisir d'autres fromages. Ceux que vous préférez, il n'y a aucun problème. Ce sont des fromages à pâte pressée cuite. On les coupe en très fines lamelles. Vous avez vu comme je coupe vite? C'est quand même magique. Formidable. Écoutez, vraiment, Vous êtes professionnel Ah peut-être, oui, hein, oh c'est là ça. là. Et puis... Et quel est le type qui siffle derrière vous depuis le début là? Il a envie de manger sa fondue. Il faut lui dire qu'il se calme, lui. Hein. Vous avez remarqué, j'ai enlevé la croûte de tous les Ah, bien fromages, sûr. sauf le reblochon. J'ai laissé la croûte. Pourquoi? Et là, on va, parce qu'elle ne nous dérange pas, elle va fondre dans la fondue. Et là, on va mélanger en ajoutant les fromages petit à petit. On ne met pas tout d'un coup. Vous mélangez bien, vous pouvez former des huîtres. Regardez. Voilà. Et là, au dernier moment, c'est le dernier fromage que l'on ajoute. On met le reblochon. Alors ensuite, on va délayer un petit peu de fécule de maïs avec du kirsch. Alors certains craignent, c'est traditionnel, ça se fait comme ça, la fondue savoyarde. On met un petit peu de cet alcool-là pour relever un petit peu le goût des fromages. Certains rajoutent aussi du bicarbonate dans la fondue pour améliorer la digestion des fromages. C'est vrai que c'est un petit peu lourd. Et puis que serait une fondue sans petit crouton de pain à faire évidemment sécher? C'est mieux de les faire la veille pour qu'ils aient le temps un petit peu de durcir, histoire de ne pas les perdre au fond de la fondue, parce que là, vous savez que vous êtes bon pour un gage. Ouais. Vous met... Ah bah oui, là... Et ensuite, eh bien, évidemment, nous allons planter le petit... Il faut qu'elle soit onctueuse quand même. Ah hein. oui, Il ne faut pas que ça soit trop liquide. Absolument. Non, il ne faut pas que ce soit trop liquide. Alors, si c'est trop liquide, vous pouvez rajouter un petit peu de fécule. Si ça ne l'est pas assez, un petit peu de vin blanc. Vous essayez de trouver le bon compromis, quoi, la bonne texture en tout cas. Et donc, on plante son petit pain et on le lève et on déguste. Avec de la salade verte, bien sûr, des petits cornichons, des oignons blancs. Voilà, ça se déguste comme ça. C'est copieux, hein? Ah bah oui, et entre amis. Ça tient bien. Ah, ça, je ne vous le cache pas, c'est bien. Bon. C'est énergétique. Merci. Mademoiselle Laura Diouf a des choses à vous dire sur la gastronomie. C'est pas... ça concerne la Ça Savoie? peut concerner la raclette. La raclette. Si vous cherchez un restaurant savoyard, par exemple. Oui, par exemple. Je vais vous parler d'une application, William, Ouais. qui est absolument géniale. Et pour une fois, c'est moi-même qui vais la télécharger sur votre smartphone. Elle s'appelle BIM. Celle qui est à l'origine de cette start-up est française à 26 ans. Et c'est absolument génial. C'est-à-dire que vous êtes à Paris, Bordeaux, Lyon, et ça va être dans beaucoup de villes en France. Et vous cherchez un restaurant. C'est comme un petit guide gastronomique. Et on vous dit autour de vous les meilleurs restaurants qu'il y a en fonction de votre budget, ou si vous voulez manger par exemple savoyard ou un autre type de cuisine. Je peux vous dire que je l'ai testé pas plus tard que le week-end dernier. Et alors? Et c'était absolument extraordinaire. Je suis tombée sur une pépite de restaurant. Donc c'est pour ça que Donc vous allez dans un quartier, vous tapez sur votre application et là ça s'allume, les restaurants, Oui. On vous dit à 50 mètres, à 130 mètres. Et bim. Et bim. Et bim. Exactement. Et en plus, William, vous pouvez même payer avec votre smartphone l'addition. Ils sont en relation. Ils sont en relation avec des guides alors parce que le jugement qu'ils portent. Ils testent tous les restaurants. Et si jamais vous trouvez que le restaurant n'est pas bon, vous le signalez et eux le retirent de l'application. Elle est absolument géniale, BIM. Je vais aller interviewer cette jeune fille. J'adore quand il y a des femmes à l'origine de start-up talentueuses. Ouais. Bon, merci beaucoup. La revue de presse tout de suite, là. Mais oui, c'est là maintenant. Alors, oui. Bon, mercredi, Canard enchaîné. Allez, Ah bon, c'est le mercredi, le Canard Oui. enchaîné? Non, c'est pas vrai. Ça, C'est alors. quand Ça a changé cette semaine. Puis vous y avez droit à 7h15. Et là, avec les dessins maintenant. Alors, les excuses de François Fillon inspirent Pétillon, le dessinateur vedette du Canard. On a un couple devant sa télé pour 800 000 €. Moi aussi, je suis prête à présenter toutes les excuses qu'on veut, dit la dame. Dessin de Lefred Touron. C'est François Fillon qui parle. Allons-y. Cette affaire m'a mis un coup à l'estomac. J'ai été 5 jours KO. Tu verras le jour où Poutine te mettra un vrai tampon. Et puis, nouveau dessin de Pétillon. Alors là, ça concerne Mélenchon cette fois-ci. Oui, parce que Mélenchon bat des records d'absentéisme à Bruxelles. Ah oui, oui. Ah oui. D'où cette collaboratrice qui lui dit « T'as jamais pensé à y envoyer ton hologramme ?» Pas mal, ça. Voilà, voilà.
L'Œil, magazine culturel haut de gamme, nous parle d'un certain monsieur Topor. Ah, La oui. Bibliothèque nationale prépare une rétrospective. Téléchat. Eh oui, je savais que ça allait vous plaire. Prépare une rétrospective donc de Roland Topor, qui nous a quittés il y a 20 ans. Alors, il était écrivain, chansonnier, acteur, réalisateur, mais aussi, on a tendance à l'oublier, dessinateur. Alors, on va revenir peut-être à ce qu'on vient de voir, à savoir Groucha, le chat au bras cassé, qui présentait Téléchat. Dans les années 80, Et une c'était émission diffusée dans Récréa 2. Alors, oui, dans Récréa 2, c'est Jacqueline Joubert. Alors, faut expliquer qui quand avait même. l'idée d'acheter ça et de le faire par Topor. C'est Vous formidable. savez que ça vous plairait. Alors, je le dis aux plus jeunes d'entre nous, Récré A2. A2, ça veut dire Antenne 2. Antenne 2, c'est l'ancêtre de France 2. Alors, à l'époque, c'était l'émission pour enfants. Il y avait donc Groucha. Autre exemple du talent de Très Topor. excellente émission. Oui. Très, Ça vous très dit bien quelque- produite à oui, l'époque. ça vous dit quelque chose. Alors, le talent de Topor, on le voit aussi dans ce dessin, dans lequel chacun verra ce qu'il veut voir, mais je trouve qu'il est plutôt d'actualité, ce dessin. Terrible, hein. Ouais. Il a beaucoup collaboré, Topor, avec Harakiri, un journal très politiquement incorrect. Et dans les années 60, il faisait des dessins quasi hebdomadaires pour le journal. En voici quelques échantillons. Je rappelle qu'Harakiri a été fondé par le professeur Choron, ça nous le savons tous. Le vrai nom de M. Choron, c'est Georges Bernier. Et je rappelle aux plus jeunes, là encore, que Georges Bernier était le père de la comédienne Michel Bernier. On a vu l'humour noir de Topor et on va terminer avec sa prédilection qu'il avait pour les visages, qui ne sont jamais vraiment des caricatures, mais qu'il aime mettre en scène. Donc là, on a un exemple, mais parfois le visage était transformé en bougie ou encore en encrier. Enfin, il pouvait y avoir tout un tas de choses de ce style. Je rappelle que Le Monde, selon Topor, c'est le titre de cette exposition qui commencera le 28 mars et s'achèvera le 16 juillet. C'est à la bibliothèque François Mitterrand à Paris, dans le 12e arrondissement. Dans le Figaro ce matin, il est question de Martin Scorsese qui propose un film intitulé Silence, film qui évoque le sort des chrétiens persécutés dans le Japon du XVIIe siècle. C'est curieux, hein, ce thème. Oui, Hein. il fallait aller le chercher, hein, c'est assez pointu. Mhm. Alors c'est l'occasion aussi pour Martin Scorsese, dans son interview qu'il accorde au Figaro, de parler de sa foi. Il rappelle qu'il a grandi dans un monde violent, un monde où les gangsters représentaient une sorte d'autorité tribale qui organisait toute la vie sociale. Et son salut, il semble qu'il le doive à un prêtre. Il dit « J'ai eu la chance de rencontrer un prêtre qui m'a ouvert à la littérature et au cinéma. Il était très strict en termes de discipline, mais il était aussi plein de miséricorde. Comme quoi, littérature, cinéma, ce sont des choses qu'on traite tous les jours à Télématin. Donc Et- nous aussi, on rend service. Dans le rôle principal, Liam Neeson, je vous dis ça comme ça, parmi d'autres grands acteurs. Nous reste-t-il 10 secondes juste pour vous montrer ce magazine, parce que tout le monde part en vacances en ce moment. Il y en a certains qui vont pas au lui ski. faire ça. Et qu'est-ce qu'on fait au ski? On joue souvent au Scrabble. Alors Scrabble Magazine, avec 50 grilles, toutes plus Voilà. improbables les unes que les autres, des définitions, des mots, etc. etc. C'est un bon journal. Je parle à la dame qui habite dans mon oreille, je dis je ne pouvais pas lui enlever ça. Voilà. Je sais, vous êtes fâché, mais bon, tout est de ma faute. Merci beaucoup. Dans l'actualité du web, un joli mannequin, un Oui. jeune mannequin. Une jeune mannequin Une de jeune. 63 ans, William. Ah oui, jeune. Ex-mannequin Christy Brinkley, comme vous êtes à la table 4 hommes, je pense que je vais vous faire plaisir et surtout donner de l'espoir à toutes les femmes qui prennent un peu d'âge. Regardez, elle a 63 ans. C'est laquelle? Au milieu. Pardon? Oui, mais non, mais je vous dis pas des... Au milieu. l'âge de Et elle est entre ces deux filles qui ont respectivement 31 et 18 ans. Non. Si, j'en ai une autre, regardez. Elle a. Ah ben, je ne sais pas ce qu'elle a fait ou pas fait. En tout cas, le résultat, moi, je dis, est probant. Ça sent pas le bistouri, là. Ça a l'air d'être naturel, non? Bah, écoutez, je ne sais pas. Il faut l'inviter. Hein. Ah ouais. Peut-être que c'est un lifting au bras, vous savez. Voilà. Regardez, regarde. Non, mais pleine de vie, rayonnante. Ah Ah, ah. Bon. Voilà. Merci Donc, comme ça beaucoup. donne de l'espoir. C'est vrai. On va enfin, toutes ressembler à Christine Brinkley. Oui, vous avez le temps encore, ça va. Un petit peu. No one knows me like the piano. On les connaît pas tous. Je vais pas parler, je vais écouter. J'adore ce titre, Sampha. C'est bien de pas faire de chronique. On parle un peu. Il s'appelle comment? Sampha, S-A-M-P-H-A. C'est un jeune londonien de 27 ans. C'est un garçon qui a écrit pour beaucoup de gens. Il a écrit pour Kanye West, pour Solange Knowles, qui est la sœur de Beyoncé Knowles. Voilà. Et puis il est sorti un premier EP, c'est-à-dire 5 titres, il y a 7 ans, puis rien. Et puis là, enfin, son album. C'est beau. Vous savez, c'est beau, triste, juste comme j'aime. C'est tout est écrit Tout un sur peu son. mélancolique. Hein. Vous avez remarqué? Ouais, Je vais c'est peut-être vrai. pleurer sur votre épaule, mais Ouais, pas tout de c'est vrai. suite.
Vous trompez pas. Enlevez vos mascaras quand même. Oui, ça fait des traces. Mais non, mais évidemment, en musique, quand c'est beau, c'est toujours un tout petit peu triste. Enfin, j'ai rien contre la compagnie créole et la rigolade, mais évidemment, voilà. Vous n'aimez pas trop ça. Non, c'est pas vrai. Si, la bande à Basile, vous n'aimez pas. J'aime beaucoup. Donc Sampha, voilà un garçon qui a écrit des compositions, ses 10 chansons. Il a écrit sur son piano, le piano qu'il avait quand il était petit. Il parle beaucoup de sa maman qui n'est plus de ce monde. C'est un peu triste. Voix, piano, pas plus. Non. Parfois il y a d'autres instruments. Parfois c'est un peu R&B. Vous allez voir. Je vous laisse découvrir la chanson, l'acte de piano. Sampha. J'adore. C'est vrai que ça n'a pas l'air très gai ce qu'il chante. Hein. Non, c'est super beau. C'est beau. On va en parler plein de fois. C'est vrai. Sa fiancée est pas mal aussi. Oui, vous avez remarqué, j'attendais que vous en parliez. Non, c'est très très bien. Il sera le 11 mars à la Cigale à Paris, si jamais. D'accord. Je pense qu'il reste quelques places. On continue avec un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Peter Peter. Il bégaye? Non, Peter est québécois. On en avait déjà parlé. Il a sorti un premier disque en 2012. J'arrête là ou pas? Alors, on a compris, je pense. Et son premier, j'adore parce que c'est un garçon qui s'intéresse d'abord au texte et à la poésie. Son premier album s'appelait Une version améliorée de la tristesse. C'est beau, une version améliorée de la tristesse. C'est super beau. Ça m'étonne pas. Mais oui, non, c'est. Oh, mais voilà. Allons-y, faites-nous que Peter. Mais non, alors regardez, c'est très très bien. C'est son deuxième album. Il a une voix, c'est entre Christophe, Stéphane Echer, c'est un mélange de trucs, c'est super touchant. C'est un peu triste, mais regardez, il a un chat en plus, j'adore. Il a un chartreux, c'est vachement bien. Mes vues sans que je n'ai pu les dire. Ah bah on n'en a pas entendu beaucoup. Voilà, là. on rigole et voilà. Son nouveau disque s'appelle donc Noir Eden et le titre Noir Eden, c'est donc Peter. Je peux faire la chronique comme ça? Je peux faire la chronique comme ça. D'accord. Alors le dernier on le connaît. Le dernier, alors Jean-Félix Lalanne et mais qu'est-ce que je raconte alors? Mais oui, et Jean-Pierre Danel ont sorti un album qui s'appelle Génération Guitare. C'est un album de reprises de standards. Vous avez à la fois Satisfaction, Johnny B. Good ou Blackbird des Beatles. Tout ça à la guitare, c'est vachement bien. Un petit extrait Blackbird, vous savez, les Beatles. Je sais que vous aimez bien quand je chante. Oui. Là, vous avez reconnu? Non, vous dites ça pour ça. J'ai pris du temps, mais... La méchanceté. Allons-y, Blackbird. Peter, on n'a pas suffisamment entendu. On n'a pas assez entendu. entendu. Je propose qu'on fasse une semaine complète sur Peter. Pourquoi pas? Et je répéterai tout deux fois. Non, j'ai une autre annonce à faire. Ah bon? On avait parlé la semaine dernière de Max Richter. Max Richter, c'est ce compositeur de musique un peu répétitive. Et il a écrit une musique de ballet. Eh bien, imaginez que cette musique de ballet sera diffusée en direct ce soir dans certains cinémas. C'est un ballet qu'il a écrit autour du travail des œuvres de Virginia Woolf. Vous vous souvenez, c'était la semaine dernière? Non. Mais c'est très très beau au Max Richter. Et là, imaginez que vous allez au cinéma et vous voyez ce ballet avec la musique de Richter en live. Regardez sur les internets, tout est dessus. Merci beaucoup. Peter. Allez, au revoir les garçons. Et à bientôt.